Sous un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi 11h30. En direct, la chronique des libres penseurs de Dordogne, groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. C'est pour la paix, dit-il, que je travaille, loin des canons. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 10 août 2026. Et je vous propose pour cette chronique du groupe Fred Zeller de commencer par un communiqué de presse concernant la visite du pape en France au mois de septembre. Et puis je reviendrai ensuite sur la brochure Arguments dont j'ai parlé la semaine dernière et avec un texte concernant Paul Bert. Donc tout d'abord, le communiqué de presse de la Fédération nationale de la libre pensée au sujet de la visite du pape en France au mois de septembre. Visite du pape, combien d'argent public ? Le pape Léon XIV visite la France du 26 au 28 septembre 2026. La Croix, quotidien catholique, annonce déjà une débauche d'argent. La visite coûterait au bas mot 20 millions d'euros. Il y a quelque indécence à claironner qu'il s'agit d'une visite historique, quand le gouvernement Macron-Lecornu bis engage une politique de marche à la guerre qui saccage les services publics et toutes les aides à la population, et quand les pouvoirs publics ne peuvent faire fonctionner que 5 Canadair sur 12 quand les incendies ravagent le pays. Au cours des 8 semaines qui nous séparent de la semaine papiste, la Fédération nationale de la libre pensée s'exprimera hebdomadairement pour dénoncer cette gabegie financière et démonter les hypocrisies et faux-semblants qui président à cette mise en scène du show papal. Léon XIV est un chef religieux. C'est comme cela qu'il se présente, et c'est comme cela qu'Emmanuel Macron le recevra à l'Élysée, comme la Croix l'annonce fièrement. Le pape François avait rusé, en disant lors de ses 3 visites en France qu'il ne visitait pas le pays, mais seulement des villes. Le pape Léon XIV exige d'être reçu officiellement par le gouvernement, et l'Élysée plie le genou devant lui. Depuis la Ve République, mais surtout avec la Macronie, le palais de l'Élysée est devenu une étape officielle de tous les pèlerinages religieux en tout genre. Un jour la Hanukkah, un autre jour le Vatican et en permanence l'Église catholique. La libre pensée dénonce l'affabulation confirmée sur l'ère des évangiles et de l'encens que le Saint-Siège serait un État comme les autres. La libre pensée le démontrera, encore une fois, avec force argument. Les authentiques laïcs sont soulevés d'indignation quand ils entendent Emmanuel Macron prétendant parler au nom de toutes les citoyennes et de tous les citoyens de ce pays et déclarer « Nous nous réjouissons que sa sainteté, le pape Léon XIV, ait confirmé son voyage en France. Cette visite en septembre prochain sera un honneur pour notre pays, une joie pour les catholiques et un grand moment d'espérance pour tous. » Fin de citation. Pas en notre nom, pas ça et pas lui. Une nouvelle fois, la laïcité de l'État va être violée. Des moyens colossaux sur les fonds publics vont être utilisés pour une activité religieuse au détriment de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'État, qui est fondée sur un principe simple. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Une débauche d'argent public va être détournée des fonds publics pour cette violation de la laïcité. La municipalité de Metz a déjà débloqué 500 000 euros pour recevoir le pape en terre concordataire. La place de la Concorde sera réquisitionnée pour une grande messe publique ainsi que le Stade de France. Combien cela va-t-il coûter d'argent public, en hommes et matériel, pour faire organiser cela par la puissance publique ? Le gouvernement doit répondre à cette demande laïque. Depuis plusieurs années, Emmanuel Macron et les gouvernements successifs prétendent défendre la laïcité lorsqu'il s'agit de stigmatiser une partie de la population, notamment les citoyens de confession musulmane, au nom de la lutte contre le séparatisme. Dans le même temps, lorsqu'il s'agit de l'Église catholique, les financements publics, les honneurs officiels et les dérogations aux principes républicains semblent aller de soi. Le pape va dire une messe au Stade de France.
qui est un bien public. La Conférence des évêques de France, organisatrice du voyage, a-t-elle signé un contrat d'engagement républicain, comme l'impose la loi du 24 août 2021, dite séparatisme, qui fait obligation de promouvoir la laïcité et les principes républicains, dont le Vatican se moque comme de sa première soutane? Y aurait-il 2 poids et 2 mesures pour avoir une salle publique, selon qu'on ait une association laïque, voire musulmane, ou le Vatican? L'égalité devant la loi n'est-elle pas un principe républicain? Le samedi 26 septembre 2026 à 14h30, dans une conférence de presse retransmise en visio. À l'occasion de sa présence en France, nous interpellons le pape sur 2 problèmes et nous lui demandons de répondre. Crime de l'Église, alors que les victimes de crimes sexuels se comptent par millions dans le monde, 330 000 rien qu'en France. Va-t-il s'ouvrir toutes les archives ecclésiastiques pour que la vérité soit faite et pour que les coupables soient livrés à la justice des hommes? Nous organisons une conférence internationale à Rome le 17 février 2028 pour enjamber les élections nationales en France et en Italie, en commun avec l'Association internationale de la libre pensée et de nombreuses associations de victimes à travers le monde. Nous y demanderons à être reçus par le Vatican pour que la justice et la réparation soient faites. Le pape nous recevra-t-il et agira-t-il en conséquence? Nous ferons de cette conférence de presse, avec les associations de victimes et notre camarade libre-penseur anglais Kees Porteous-Wood, expert auprès de la Commission des droits de l'homme de l'ONU et ayant présenté plusieurs rapports sur cette question à l'ONU. Ils interviendront dans le cadre de la conférence de presse pour expliquer leur action. Droit de mourir dans la dignité. L'Église est arc-boutée contre l'aide au suicide assisté et à l'euthanasie. Il est dit dans la presse que le pape interviendra contre la loi nouvellement adoptée le 15 juillet 2026. Nous dirons, le droit de choisir sa fin de vie est un nouveau droit de l'homme. Bas les pattes du Vatican devant la liberté de conscience, liberté de chacun de choisir sa vie et sa fin. Il n'existe aucune autorité supérieure à l'homme qui peut lui imposer de forcer sa volonté et sa conscience. Nous avons demandé à nos amis de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, ADMD, d'être avec nous lors de cette conférence de presse et d'y intervenir. Voilà, et donc ce communiqué est donc daté d'aujourd'hui même. Et bien évidemment, comme c'est indiqué en début de ce communiqué, nous aurons un nouveau communiqué chaque semaine jusqu'à la visite du pape. Et donc, lundi prochain, eh bien, nous aurons un nouveau communiqué à porter à votre connaissance. Voilà. Alors maintenant, j'en viens au deuxième sujet que je me proposais de vous communiquer. Donc, c'est un texte qui est publié dans le numéro d'arguments à propos d'un vade-mecum sur le racisme et l'antisémitisme. Vous avez dit lutte contre le racisme ou mise en œuvre d'une idéologie d'État. Et donc cette brochure dont j'ai déjà parlé la semaine dernière, puisque je vous avais lu la préface de Mornia Lapsi de l'association Coudes à Coudes, qui est un texte absolument remarquable et extrêmement beau. Je vais aujourd'hui vous lire, alors non pas le corps de ce numéro d'arguments que vous pouvez retrouver sur le site de la Fédération nationale de la libre pensée. Il est en téléchargement libre, donc vous pouvez facilement en prendre connaissance. Et la partie principale de ce numéro d'arguments, c'est bien évidemment une démonstration méticuleuse de ce qu'est ce vade-mecum sur le racisme et l'antisémitisme. Et il est prolongé par un texte sur Paul Bert, et c'est ce texte que je me propose de vous lire. Paul Bert et la prétendue mission civilisatrice républicaine. Aujourd'hui encore, le nom de Paul Bert s'affiche sur tous les frontons de nos écoles et au coin de nos rues. Pour ma part, c'est là que tout a commencé. À l'école primaire de la rue Zamenhof à Perpignan. Il y a une ironie amère à voir ce nom côtoyer celui de l'inventeur de l'espéranto, apôtre de l'union des peuples. Mais le vent tourne. En novembre 2009, le Valois-Perret a tranché. Lors de sa reconstruction, l'école Paul Bert changera de nom. Le déclic ? La lecture en plein conseil municipal d'extraits de ses manuels scolaires. Face à ces pages, le verdict contemporain est sans appel, un racisme éminemment brutal. Ce qui fut durant des décennies un pilier de l'instruction républicaine n'est plus aujourd'hui qu'un héritage encombrant. Le nom de Paul Bert reste soudé à celui de Jules Ferry, comme les deux faces d'une même médaille républicaine. Ensemble, ils ont forgé l'école de la République, gratuite, laïque, obligatoire. Pour beaucoup, il demeure ce héros intouchable, ce progressiste pur et dur qui a brandi la science contre le dogme. Sa profession de foi est sans détour,
La science balaie les miracles, les superstitions et les crédulités niaises, pour reprendre une citation de Paul Bert. Mais Paul Bert n'est pas qu'un idéologue du tableau noir. C'est un esprit brillant, un scientifique de haut vol qui entre à l'Académie des sciences en 1882. Derrière le politique se cache un auteur prolifique dont les mémoires et les ouvrages ont marqué la recherche de son temps. Il incarne cette époque où la raison devait, coûte que coûte, terrasser l'anarchie de la nature. En 1872, Lyon lui offre les portes de la députation. Il y sera réélu sans relâche, s'imposant comme le bâtisseur acharné de l'école républicaine. Sa loi du 9 août 1879 marque un tournant. Chaque département doit désormais former ses propres instituteurs et institutrices dans 2 écoles normales distinctes. Ministre éphémère sous Gambetta, il mène une guerre frontale contre l'enseignement catholique avec une obsession: l'instruction primaire doit être gratuite et obligatoire. Aux côtés de Jean Massé, il insuffle son énergie à la Ligue de l'enseignement, mais sa route bifurque loin des salles de classe métropolitaines. Nommé résident général de l'Annam et du Tonkin en janvier 1886, il part administrer l'Empire. C'est là, à Hanoï, que le choléra fauche sa carrière le 11 novembre 1886. Voilà pour la face lumineuse du bus, celle de la biographie officielle. Il faut remonter à une source française pour identifier le père de la philosophie raciste moderne, le comte Joseph Arthur de Gobineau. Tout ce qui va suivre s'éclaire à la lumière de son héritage. Pour saisir la profondeur du mal, il est crucial de garder ce nom et cette filiation bien en vue. Sans Gobineau, le puzzle idéologique du XIXe siècle reste incomplet. C'est entre 1853 et 1855 que Gobineau lance son pavé dans la mare de l'histoire, l'essai sur l'inégalité des races humaines. Pour lui, l'anatomie n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est l'environnement qui, au fil des millénaires, scelle le destin biologique des groupes. C'est ici que prend racine le grand mythe de la race aryenne. Gobineau assène une certitude. Seule l'initiative blanche peut engendrer une civilisation digne de ce nom. Mais cette grandeur porte en elle son propre poison. Le déclin des peuples s'expliquerait par un facteur ethnique fatal, la dégénérescence. De cette vision sombre, tout mélange avec d'autres populations devient la cause directe de l'effondrement des empires. Il conviendrait donc d'éviter les métissages. Cet ouvrage exerça une grande influence sur le compositeur allemand Richard Wagner, qui devint un ami personnel de l'auteur. Les théories de Gobineau n'ont pas fini leur course dans les bibliothèques, elles ont fourni plus tard le socle scientifique aux programmes les plus sombres du XXe siècle. Dans son essai « La République raciale », presse universitaire de France 2006, Carole Reynaud-Paligot lève le voile sur un tabou. Le rôle moteur du colonialisme et du racisme dans la forge de l'identité nationale française. On feint aujourd'hui la surprise, comme si Jules Ferry pouvait être, par miracle, le père de l'école publique sans être celui de l'empire colonial. Pourtant, sous le vernis des discours, l'antagonisme s'effrite. L'école laïque et l'épopée coloniale ne sont en réalité que l'inverse et le reverse d'une même médaille de bronze. D'un côté, on brisait les identités locales de l'Hexagone pour fondre les minorités dans le moule républicain. De l'autre, on exportait cette mécanique d'assujettissement vers des horizons lointains. Ce n'était pas une contradiction, mais une continuité. La conquête des esprits, orchestrée entre les 4 murs de la classe à domicile, servait de répétition générale à la conquête des terres d'ailleurs. Le maître d'école et le résident général marchaient du même pas, portés par la même certitude, celle d'une civilisation qui ne tolère aucune ombre à son unité. Dès 1861, Paul Bert rejoint les rangs de la Société d'anthropologie de Paris, fondée à peine 2 ans plus tôt par le docteur Paul Broca. Ce cercle est une première en Europe. On n'y discute pas seulement de philosophie, on y dissèque la diversité humaine. Broca, obsédé par l'anthropométrie crânienne, peaufine ses instruments de mesure et ses indices numériques pour classer, numéroter et hiérarchiser les races. Le décor est planté. Autour de Broca s'activent des républicains libre-penseurs, de fervents progressistes comme Olevac, Mortillet ou Le Tourneau. C'est dans ce creuset,
prolongé plus tard par l'école d'anthropologie, 1876, que se forge le paradigme racial républicain. C'est une citation, ce terme. Ce n'est pas une dérive isolée, c'est une doctrine d'État en gestation. Ministre et idéologue, Paul Bert a transformé les théories racistes de laboratoire en une véritable doctrine d'État. Sous son impulsion, la craniologie est devenue le socle scientifique de l'école républicaine, gravant la hiérarchie des races dans l'esprit de millions d'écoliers. En voulant éclairer par la raison, la République a ainsi fait de la salle de classe le premier laboratoire d'une exclusion systématique. Dans l'idéologie française, 1981, Bernard-Henri Lévy dédie un chapitre entier, Au nom de la race, titre de ce chapitre, à cette généalogie de l'ombre. Il exhume les figures de proue d'un racisme alors triomphant. Jules Soury, Georges Vacher de Lapouge et surtout Gustave Le Bon. Ce dernier n'était pas un auteur marginal, mais une véritable star de l'époque dont les ouvrages caracolaient en tête des succès de la littérature scientifique. Mais Paul Bert ne se contente pas d'appartenir à ce cénacle. Il en devient le vulgarisateur en chef. Il rédige des manuels scolaires pour tous les âges, avec une efficacité redoutable. Ses ouvrages s'arrachent, certains connaissant jusqu'à 74 rééditions entre 1880 et les années 30. Son navire amiral, la première année d'enseignement scientifique, 1883, rebaptisé dès l'année suivante la deuxième année, s'exporte même en Grande-Bretagne dès 1899. Pendant un demi-siècle, la plume de Paul Bert a ainsi façonné l'imaginaire de millions d'écoliers, transformant ses théories anthropologiques en un catéchisme républicain universel. Comme la plupart des manuels de cette époque, les siens ne se contentaient pas d'instruire, ils embrigadaient. Qu'il s'agisse d'histoire, de géographie ou de français, l'orientation était sans ambiguïté. Un nationalisme pur et dur. Sous la plume de Paul Bert, la salle de classe devenait le temple d'une France idéale, une et indivisible. Les leçons de géographie dessinaient des frontières sacrées, tandis que l'histoire magnifiait un roman national où le sacrifice pour la patrie était la vertu suprême. Cette pédagogie ne cherchait pas l'esprit critique, mais à forger une identité collective soudée par la langue et le drapeau, souvent au mépris des cultures locales et des réalités en se référant également à des idées et à des théories explicitement racistes. Leur but était de modeler, par l'éducation, une nation unie, indivisible et convaincue de la supériorité de la race blanche. Paul Bert y diffusait les connaissances, entre guillemets, anthropologiques en fonction de l'âge des élèves. Dans ses manuels du secondaire, Paul Bert ne suggère pas, il assène. Il y expose les piliers d'une anthropologie détournée. La craniologie y est présentée comme une science reine. À coups de centimètres cubes et de mesures d'angles faciaux, il instille chez les élèves une hiérarchie implacable. Selon lui, le volume du crâne trahirait une capacité, entre guillemets, inégale, et le prognatisme, ce trait morphologique qu'il érige en stigmate, deviendrait la preuve d'une infériorité biologique. Le verdict tombe, définitif. Certaines races seraient structurellement incapables de progresser. Sous couvert de rigueur scientifique, c'est un véritable manuel de la ségrégation qui s'invitait sur les pupitres de la République. Dans les pages de la République raciale, Carole Reynaud-Paligot ne se contente pas d'analyser. Elle donne à voir. Elle exhume et reproduit les textes originaux de ces manuels, plaçant le lecteur face à l'insoutenable. On y découvre noir sur blanc comment la pédagogie officielle de l'époque articulait le mépris. Ce ne sont plus des théories lointaines discutées dans des cercles d'initiés, mais des lignes claires, lues et apprises par des générations d'élèves. Cette plongée dans les sources primaires agit comme un électrochoc. Elle montre que le racisme n'était pas une scorie du système, mais le cœur battant d'une certaine idée de l'instruction nationale. En voici quelques extraits. Citation donc. Tous les hommes ne sont pas identiques à ceux de ce pays-ci. Déjà, dans notre petit village, il y a des blonds et des bruns qui sont assez différents les uns des autres. Vous savez qu'un flamand, grand et blond, ressemble encore moins à un provençal, petit et très brun.
Un Allemand et un Italien sont encore plus dissemblables. Mais enfin, tous les peuples de notre Europe ont la peau blanchâtre comme la nôtre, la figure régulière, le nez droit, la mâchoire d'aplomb, les cheveux plats, mais très souples, et même ondulés. Au contraire, les Chinois ont la peau jaunâtre, les cheveux plats, durs et noirs, les yeux obliques, les dents saillantes. Les nègres ont la peau noire, les cheveux frisés comme de la laine, les mâchoires en avant, le nez épaté. Ils sont bien moins intelligents que les Chinois et surtout que les Blancs. Et un peu plus loin, on poursuit cette citation, il faut bien voir que les Blancs, étant plus intelligents, plus travailleurs, plus courageux que les autres, ont envahi le monde entier et menacent de détruire ou de subjuguer toutes les races inférieures. Et il y a de ces hommes qui sont vraiment inférieurs. Ainsi, l'Australie est peuplée par des hommes de petite taille, à peau noirâtre, à cheveux noirs et droits, à tête très petite, qui vivent en petits groupes, n'ont ni culture ni animaux domestiques, sauf une espèce de chien, et sont fort peu intelligents. Certaines peuplades humaines ne savent pas même faire du feu. Citation donc d'un ouvrage de Paul Bert, 1887, page 17-18. Autre citation. Les nègres peu intelligents n'ont jamais bâti que des huttes, parfois réunies en assez grand nombre pour former une ville. Ils n'ont point d'industrie. La culture de la terre est chez eux au maximum de simplicité. Ce ne sont pas cependant les derniers des hommes. Il faut mettre après eux comme intelligence les petites races d'hommes qui habitent les régions les plus inaccessibles de l'Afrique. Bien au-dessus du nègre, nous élevons l'homme à la peau jaunâtre. Il a fondé de grands empires, créé une civilisation forte avancée. Mais tout cela semble de nos jours tomber en décadence. Mais la race intelligente entre toutes, celle qui envahit et tend à détruire ou à subjuguer les autres, c'est celle à laquelle nous appartenons, la race blanche. Fin de citation donc de ces œuvres de Paul Bert. Paul Bert fut à une époque directeur du quotidien La République française, fondé par Gambetta en 1871 et publié jusqu'en 1924. Ce journal diffusait des idées républicaines modérées et vulgarisait régulièrement les thèses anthropologiques. Les lecteurs pouvaient y lire, par exemple, une étude du docteur Henri Tullier sur l'infériorité raciale des Bochiman d'Afrique-Australie. En 1883, Paul Bert est élu président d'honneur de la Société pour la protection des colons et l'avenir de l'Algérie. Il n'est pas question dans son esprit d'accorder des droits politiques aux autochtones. En Algérie, il convient d'adapter l'instruction publique au niveau culturel des populations, de manière à former des auxiliaires de la colonisation. Lui-même résume ainsi la mission civilisatrice de les républicaines de la France. Il faut placer l'indigène en position de s'assimiler ou de disparaître. Des générations entières ont été éduquées selon les vérités officielles établies par ce père fondateur de la République et de l'école d'État. Ces vérités constituent le fondement d'une culture populaire présentée à tort comme républicaine et progressiste et intègre encore profondément les mentalités françaises. Il paraît évident que ni l'école, ni l'État, ni le système politique français n'ont fondamentalement changé depuis leurs origines. Ils demeurent pour les minorités raciales un régime d'oppression. Et donc ce texte sur Paul Bert est signé Johan Perret-Pujol. Voilà, je pense que peut-être qu'un certain nombre de nos auditrices et auditeurs ont découvert une face inconnue, méconnue de Paul Bert, mais c'est une démonstration implacable qui a été faite donc par ses travaux de recherche sur Paul Bert. Vous retrouverez bien évidemment ce texte facilement, puisque je rappelle qu'il constitue la dernière partie du numéro Argument de la libre pensée numéro 34 sur donc les questions de discrimination et qui étudie en détail le texte, le vade-mecum contre le racisme et l'antisémitisme pour en déceler vraiment les véritables ressorts. Donc cette idéologie d'État qui est largement démontrée. Et de ce point de vue, le texte sur Paul Bert a toute sa place à la fin donc de ce numéro d'arguments. Vous le retrouverez facilement sur le site de la FNLP, fnlp.fr,
dans la rubrique donc des arguments téléchargeables. Vous y retrouverez également, et je termine par là pour le signaler puisqu'il reste quelques dizaines de secondes, un autre numéro de la série Arguments de la libre pensée, c'est le numéro 35, la guerre d'Algérie, le FLN et les harkis. Et là encore, il y a tout un texte donc, que je porterai à votre connaissance, notamment une préface, ou en guise de préface, un texte signé par Thomas Negaroff et Benjamin Stora. Et donc, là aussi, c'est un numéro qui est téléchargeable gratuitement. Et donc, prenez-en connaissance sans modération, c'est extrêmement important. Je vous propose donc d'en terminer là, non sans avoir remercié Yanis pour avoir assuré la technique de cette chronique. Merci à Yanis et bon vent Yanis, puisque j'ai appris que tu allais quitter donc notre station pour poursuivre ton chemin. Et donc, merci à toi pour toutes ces chroniques pour lesquelles tu as assuré brillamment donc la technique. Merci, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30. Qui la couvre, elle tient, ton glaive